Mon corps est mon choix. Tu ne peux rien m'imposer, dit Trevor, d'une voix glaciale, en se détournant de moi dans notre chambre. Les mots me frappèrent comme un coup physique, me laissant là, debout, dans la nuisette en soie que j'avais soigneusement choisie pour notre 6e mois de mariage. 6 semaines. 6 semaines de mariage, et mon mari ne m'avait pas touché une seule fois. Je m'appelle Justine Crawford et à 27 ans, je pensais avoir trouvé ma fin de conte de fées lorsque Trevor Caldwell m'a demandé en mariage au printemps dernier à Denver, Colorado. Le mariage avait été tout ce que j'avais rêvé. Une belle cérémonie au prestigieux Eaglands Country Club, entourée d'amis et de familles qui célébraient ce qu'ils croyaient être le début de mon heureux pour toujours. Mais, alors que je me tenais dans notre chambre ce soir-là, regardant le dos rigide de mon mari, qui faisait semblant de lire son téléphone, je réalisai que quelque chose n'allait vraiment pas. « Trevor, on est mariés », murmurai-je, ma voix à peine audible. « Je suis ta femme. Je veux juste comprendre pourquoi tu ne tiens même pas ma main, sans parler de ne pas finir cette phrase, » me lança-t-il, se tournant enfin vers moi. Ses yeux verts, autrefois chaleureux et pleins d'amour lors de notre cour, n'étaient désormais que de l'agacement. « Je t'ai dit que mon corps m'appartenait. Le mariage ne te donne pas de droit de propriété dessus. Tu dois respecter mes limites. » Le mot « limite » résonna comme une claque. Pendant nos 8 mois de cours, Trevor avait été affectueux, même romantique. Il me serrait contre lui pendant les films, m'embrassait pour me dire bonne nuit après les rendez-vous et tenait ma main lorsque nous nous promenions dans Washington Park. Mais dès notre retour de notre lune de miel à Aspen, une lune de miel où il prétendait être épuisé chaque nuit, tout changea. C'était comme si un interrupteur avait été actionné, transformant l'homme que j'avais épousé en un étranger qui tressautait chaque fois que je m'approchais de lui. « Ce n'est pas normal, dis-je, ma voix devenant plus forte. Les couples mariés sont intimes. Ils partagent un lit. Ils se touchent. C'est normal. » Trevor rit amèrement. « Tu veux parler de normalité ? Normal, c'est respecter les choix de ton partenaire. Normal, c'est ne pas forcer quelqu'un à un contact physique qu'il ne veut pas. » Je le fixai, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Ces mots étaient techniquement justes. Le consentement comptait. Les limites comptaient. Mais quelque chose me semblait profondément mal dans la façon dont il utilisait ces concepts comme des armes contre sa propre femme. Le Trevor qui m'avait courtisé, qui murmurait des mots doux sur notre avenir ensemble, qui semblait désespéré de m'épouser, avait disparu complètement. Lorsqu'il sortit de la chambre en trombe, me laissant seul avec ma confusion et mes soupçons grandissants, je pris une décision qui allait tout changer. Quelque chose n'allait vraiment pas dans mon mariage, et je découvrirais ce que c'était. Le lendemain matin, je me trouvais à notre table de cuisine, fixant mon café intact tandis que Trevor se déplaçait dans la cuisine avec une précision mécanique. Il avait toujours été organisé, mais ces derniers temps, ses routines semblaient presque obsessionnelles. Il vérifiait constamment son téléphone, sortait pour prendre des appels et avait pris l'habitude de disparaître pendant des heures sans explication. « Je vais rendre visite à ma sœur à Phoenix ce week-end », annonçai-je, observant sa réaction avec attention. La main de Trevor se figea sur sa tasse de café un instant avant qu'il ne hoche la tête. « Ça semble bien. Combien de temps vas-tu être absente ? » »« Juste le week-end. »« Tu vas me manquer ? » demandai-je, testant le terrain. Il haussait les épaules sans me regarder. « CRA. » Le mépris décontracté de mon absence aurait dû me blesser, mais il confirmait plutôt ce que je soupçonnais. Trevor semblait soulagé à chaque fois que je quittais la maison. Pendant notre cours, il détestait les séparations causées par les voyages d'affaires, même pour une journée. Maintenant, il encourageait pratiquement mon absence. Je l'observais, profilant son visage tandis qu'il faisait défiler son téléphone. Trevor était indéniablement beau, grand, avec des cheveux noirs épais et ses yeux verts frappants qui avaient attiré mon attention dans un café du centre-ville. Il travaillait comme consultant financier, ou du moins c'était ce qu'il prétendait. Bien que je n'ai jamais rencontré ses collègues ou ses clients, astérisque lorsque je lui demandais des informations sur son travail, il me donnait des réponses vagues sur la confidentialité et la protection des clients. « Trevor, dis-je avec précaution. Je pensais que nous devrions consulter un conseiller conjugal. Cette distance entre nous, ce n'est pas sain. » Il leva brusquement la tête, et pendant un instant, je vis quelque chose briller dans ses yeux. De la panique, peut-être, ou de la peur. Mais cela disparut si vite que je me demandais si je l'avais imaginé. « Nous n'avons pas besoin de thérapie, » dit-il fermement. « Nous avons juste besoin de temps pour nous adapter à la vie de couple. Tout le monde ne trouve pas immédiatement le rythme parfait. » « Ça fait 6 semaines, lui rappelai-je. « 6 semaines, ce n'est rien dans la durée d'une vie à deux, » répondit-il. Mais sa voix semblait préparée, comme s'il avait répété cette réponse. Cet après-midi-là, après que Trevor soit parti pour ce qu'il disait être une réunion avec un client, je fis quelque chose que je n'avais jamais imaginé faire. Je fouillai dans ses affaires, non par jalousie, mais par une conviction grandissante que l'homme que j'avais épousé me cachait des choses.
Son bureau à domicile était méticuleusement organisé, presque de manière suspecte. Ses tiroirs de bureau ne contenaient que des fournitures de base. Son classeur renfermait des documents financiers génériques et son ordinateur était protégé par un mot de passe. Mais alors que j'étais sur le point d'abandonner, je remarquai quelque chose d'étrange. Dans la poubelle, partiellement cachée sous d'autres papiers, il y avait un reçu d'une boutique de fleurs de Las Vegas. La date était d'il y a 3 semaines, lorsque Trevor prétendait être à une conférence financière à Salt Lake City. Le reçu mentionnait une douzaine de roses rouges et au dos, écrit de la main de Trevor, il y avait un numéro de téléphone avec un indicatif du Nevada. Mes mains tremblaient alors que je photographiais le reçu avec mon téléphone. Peu importe ce que Trevor cachait, j'allais le découvrir. L'homme que j'avais épousé vivait un mensonge, et je méritais de connaître la vérité. Ce soir-là, je me retrouvais dans ma voiture, garée devant le bâtiment de bureau où Trevor prétendait travailler, observant à travers les fenêtres du hall. J'avais appelé son prétendu lieu de travail plus tôt dans la journée, demandant à parler à Trevor Caldwell, pour qu'on me réponde qu'aucun employé de ce nom n'y travaillait. Le gardien de sécurité avec qui j'avais parlé s'était excusé, mais était formel. Il travaillait là depuis 5 ans et n'avait jamais entendu parler de Trevor. Lorsque la voiture de Trevor entra dans le parking à 18h, je m'affaissai dans mon siège, le regardant rester dans son véhicule pendant plusieurs minutes, parlant de manière animée au téléphone. Même de loin, je pouvais voir que son langage corporel était complètement différent de celui de l'homme froid et distant qu'il était devenu à la maison. Il souriait, riait, gesticulait de la main libre comme s'il vivait la meilleure conversation de sa vie. Après 20 minutes, il termina l'appel et entra dans le bâtiment, non pas dans un bureau, mais dans le café du rez-de-chaussée. Il commanda une boisson et s'assit à une table dans un coin, sortant son ordinateur portable. Pendant l'heure suivante, il sembla travailler, mais quelque chose dans la scène me paraissait scénarisé, comme une mise en scène. Lorsqu'il partit enfin, il jeta ce qui ressemblait à des papiers faux et prit le chemin de sa voiture. Je le suivis à une distance prudente, l'esprit en ébullition. L'homme que j'avais épousé n'était pas celui qu'il prétendait être. La question était, qu'est-ce qu'il cachait? Et pourquoi m'avait-il épousé? Lorsque j'arrivai chez moi, 10 minutes après lui, Trevor était déjà sous la douche. Je saisis l'opportunité d'examiner son téléphone, qu'il avait laissé en charge sur la table de chevet. Il était verrouillé, mais je me souvenais de son code, notre date de mariage. Mon cœur battait la chamade lorsque je tapais les chiffres, et miraculeusement, le téléphone se déverrouilla. Ce que je trouvais me glaça le sang. Des messages textes avec une certaine Amanda, remplis d'échanges intimes et de déclarations d'amour. Des photos de Trevor avec une femme que je ne reconnaissais pas, tous deux portant des alliances, posant devant ce qui semblait être un tribunal. Le message le plus récent, envoyé quelques heures auparavant, disait « Tu me manques, bébé. J'ai hâte de te voir ce week-end. Cette situation est presque terminée. » La douche était toujours en train de couler lorsque je transférais les photos et messages les plus accablants sur mon propre téléphone, puis replaçai soigneusement le téléphone de Trevor à l'endroit où je l'avais trouvé. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir mon appareil alors que je fixais les preuves de ce qui semblait être la double vie de Trevor. Lorsque Trevor sortit de la salle de bain, enveloppé dans une serviette et fredonnant doucement, je me trouvais assise sur le lit, prétendant lire un magazine. Il semblait véritablement heureux pour la première fois depuis des semaines. Et maintenant, je comprenais pourquoi. Il menait 2 vies, et apparemment, la vie avec moi était celle qu'il voulait mettre fin. « Je pense que je vais me coucher tôt ce soir, dis-je, ma voix soigneusement neutre. « Bonne idée, répondit Trevor. Et je ne manquai pas le soulagement dans sa voix. Bonne nuit, Justine. Allongé dans le noir, écoutant sa respiration régulière à mes côtés, je pris une décision qui allait briser nos vies à tous les deux. Demain, je contacterai un avocat et découvrirai exactement qui j'avais épousé. Le cabinet d'avocats de Patricia Hanley était situé dans le centre de Denver, occupant le 15e étage d'un gratte-ciel brillant avec une vue panoramique sur les montagnes rocheuses. J'avais choisi Patricia spécifiquement en raison de sa réputation dans la gestion des affaires complexes de divorce. Mais alors que je m'assoyais en face de son bureau en bois d'acajou, partageant les preuves que j'avais rassemblées, je réalisai que je faisais face à quelque chose de bien plus sinistre qu'une simple rupture conjugale. « Justine, dit Patricia d'une voix grave en étudiant les photos sur mon téléphone. Ce que tu me montres suggère une possible bigamie. Ce n'est pas juste un motif de divorce. Cela pourrait être criminel. » Le mot « bigamie » me frappa comme un coup physique. Je suspectais une aventure, peut-être même que Trevor m'avait épousée pour des raisons financières, mais la possibilité qu'il soit déjà marié à une autre personne ne m'avait jamais effleuré l'esprit. « C'est impossible, murmurai-je. Nous avons un certificat de mariage. Nous avons été mariés par un officier agréé au country club. Il y avait plus de 200 témoins. Patricia hocha la tête, elle l'air sombre. Ton mariage est légalement valide de ton côté,
ce qui rend la situation de Trevor extrêmement problématique s'il est déjà marié à quelqu'un d'autre. La bigamie est un crime en Colorado, passible de 6 ans de prison. Elle saisit son téléphone. Je vais recommander qu'on engage immédiatement un détective privé. Nous devons déterminer si cette Amanda est réellement la femme de Trevor, et si oui, quand et où ils se sont mariés. Si leur mariage précède le vôtre, alors votre mariage est nul et Trevor a commis un crime grave. Quelques heures plus tard, je me retrouvais dans le bureau du détective Michael Torres, un ancien policier devenu détective privé spécialisé dans les affaires de fraude matrimoniale. C'était un homme compact dans la cinquantaine, avec des yeux perçants et une manière directe qui me mit immédiatement à l'aise. J'ai déjà vu des cas comme celui-ci, dit-il, prenant des notes pendant que je lui racontais mon histoire. Le schéma est généralement le même. Le coupable recherche des cibles riches, les courtise rapidement, se précipite dans le mariage, puis tente d'accéder à leurs finances avant de disparaître. Le manque d'intimité est un signal d'alarme. Beaucoup de ces fraudeurs évitent tout contact physique parce que cela complique leur stratégie de fuite. Mais Trevor semblait tellement sincère quand nous sortions ensemble, protestai-je. Il était romantique, attentionné. Il semblait vraiment tenir à moi. Le détective Torres me regarda avec ce qui ressemblait à de la sympathie. Ces personnes sont de brillants manipulateurs, Justine. Ils étudient leurs cibles en profondeur, apprennent leurs intérêts, leurs antécédents, leurs vulnérabilités. Ils deviennent tout ce que vous voulez qu'ils soient. I'll sort it on Conrad. Je veux que tu comprennes que ce que nous pourrions découvrir pourrait être très douloureux. Es-tu prête à la possibilité que tout dans ta relation ait été un mensonge? Je pensais aux 6 dernières semaines de confusion et de rejet. À l'homme froid et étranger qui partageait mon lit, aux appels téléphoniques et aux absences mystérieuses. Quelle que soit la vérité, elle ne pourrait pas être pire que l'incertitude dans laquelle je vivais. Je dois savoir, dis-je fermement. Quoi qu'il en coûte. Le détective Torres acquiesça et commença à exposer son plan d'enquête. Il commencerait par effectuer des vérifications de fonds complètes sur Trevor Caldwell, chercherait des enregistrements de mariage dans plusieurs États, et tenterait d'identifier et de localiser Amanda. Il enquêterait également sur les antécédents professionnels et financiers de Trevor. Une dernière chose, dit-il en me tendant un petit appareil d'enregistrement. Si Trevor fait des aveux ou des menaces, nous devons les avoir sur bande, astérisque le Colorado est un État à consentement unilatéral. Ce qui signifie que tu peux légalement enregistrer des conversations dont tu fais partie sans qu'il le sache. En quittant le bureau du détective, le petit appareil d'enregistrement semblait lourd dans mon sac. J'étais sur le point de me lancer dans une enquête qui sauverait peut-être mon mariage ou le détruirait complètement. Mais pour la première fois depuis des semaines, je sentais que je prenais le contrôle de ma situation au lieu d'être une victime passive des manipulations de Trevor. Ce soir-là, je regardais Trevor à travers la table du dîner, étudiant son visage à la recherche du moindre signe de l'homme dont je pensais être tombée amoureuse. Il semblait détendu, presque joyeux, faisant la conversation sur sa journée tandis que je mangeais mécaniquement mes pâtes. Chaque sourire, chaque commentaire décontracté, chaque moment de normalité apparente me semblait maintenant une performance élaborée, conçue pour me tromper. Lorsqu'il s'excusa pour prendre un appel dans son bureau, j'allumai l'appareil d'enregistrement et le suivis, me positionnant à l'extérieur de la porte. Je sais, bébé. Tu me manques aussi. La voix de Trevor se faisait entendre à travers la mince porte du bureau, tendre et amoureuse de manière que je n'avais pas entendue depuis notre lune de miel. Toute cette situation est plus compliquée que prévu, mais je promets que ça sera fini bientôt. Je me pressai plus près de la porte, le cœur battant la chamade alors que j'écoutais ce qui était clairement une conversation intime avec une autre femme. Non, elle ne suspecte rien, continua Trevor. Elle rend les choses plus faciles en s'éloignant d'elle-même. Je pense qu'elle prévoit de demander le divorce, ce qui résoudrait tous nos problèmes. Une fois que les papiers sont signés, je pourrai accéder au fonds en fiducie et transférer tout avant qu'elle ne réalise ce qui s'est passé. La cruauté décontractée dans sa voix me fit tourner l'estomac. Il parlait de moi comme si je n'étais rien de plus qu'une transaction commerciale. Un problème à résoudre. Le contrat de mariage était un coup de génie, continua-t-il. Elle était tellement amoureuse qu'elle l'a à peine lu. Si elle demande le divorce dans la première année, elle ne touche rien, mais moi je récupère la moitié des actifs qu'elle a apportés dans le mariage. Cela inclut le fonds en fiducie que sa grand-mère lui a laissé. Je dus m'agripper au cadre de la porte pour ne pas m'effondrer. Le contrat de mariage que Trevor avait insisté pour que nous signions, en prétendant que cela protégerait nos deux intérêts, était en réalité conçu pour me dépouiller. Il m'avait manipulé pour signer mon propre héritage. Je t'aime aussi, Amanda, dit Trevor, sa voix tombant dans un murmure intime. Parle-moi de ta journée. Comment ça s'est passé au travail? Pendant les 10 minutes suivantes, j'écoutais Trevor avoir la conversation aimante et attentive que j'avais désespérément recherchée de sa part.
Il demanda des nouvelles du travail d'Amanda en tant qu'infirmière à Las Vegas, se souvenait des détails sur ses collègues, faisait des projets pour leur week-end ensemble. Il était tout pour elle ce qu'il refusait d'être pour moi. Lorsqu'il mit enfin fin à l'appel, je me glissai à nouveau dans le salon et éteignis l'appareil d'enregistrement, les mains tremblantes alors que je traitais ce que je venais d'apprendre. Trevor ne m'avait pas seulement épousée tout en étant déjà marié à quelqu'un d'autre. Il avait orchestré une fraude élaborée pour voler mon héritage. Le contrat de mariage, son rejet de l'intimité, même son encouragement de mon indépendance, faisaient tous partie d'un plan calculé pour me dépouiller et disparaître. Le lendemain matin, pendant que Trevor était censé être au travail, le détective Torres m'appela pour me faire part de ses résultats préliminaires. « J'ai de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles », dit-il. La mauvaise nouvelle, c'est que Trevor Caldwell a épousé Amanda Wilson à Las Vegas il y a 8 mois, 2 mois avant qu'il ne me fasse sa demande en mariage. Leur mariage est totalement légal et documenté. Mes pires craintes étaient confirmées, mais le détective Torres poursuivit. La bonne nouvelle, c'est que cela rend votre affaire assez simple. Trevor a commis la bigamie lorsqu'il t'a épousée, et les preuves que tu as enregistrées la nuit dernière prouvent son intention de commettre une fraude matrimoniale. Nous avons suffisamment d'éléments pour déposer des charges criminelles et annuler ton contrat de mariage pour cause de fraude. Que se passe-t-il maintenant ? Demandai-je, me sentant étrangement calme malgré l'ampleur de ce que j'avais appris. Maintenant, nous tendons un piège, dit le détective Torres. D'après la conversation que tu as enregistrée, Trevor prévoit d'accéder bientôt à ton fonds en fiducie. Nous devons l'attraper en flagrant délit. Es-tu prête à laisser les choses se dérouler un peu plus longtemps pour recueillir davantage de preuves ? Je pensais à l'homme qui m'avait emporté avec des gestes romantiques et des promesses d'éternité, qui s'était avéré être un criminel m'utilisant pour mon argent tout en aimant une autre personne. La trahison me fit plus mal que je n'aurais pu l'imaginer. Mais sous la douleur, il y avait quelque chose de plus dur et de plus déterminé. Oui, dis-je fermement. Attrapons ce salaud. Le détective Torres avait été minutieux dans la mise en place de la surveillance, mais ce qu'il découvrit au cours de la semaine suivante dépassa même ses attentes. Trevor n'était pas seulement un bigame. Il faisait partie d'un schéma plus large de fraude matrimoniale qui durait depuis des années. Nous avons identifié au moins 3 autres femmes dans différents États qui se sont mariées avec des hommes correspondant à la description de Trevor, expliqua le détective Torres lors de notre réunion dans le bureau de Patricia. Même méthodologie. Cours de cours rapide, mariage précipité, accès aux finances, puis disparition. Nous pensons que Trevor et Amanda agissent en équipe. Les photos de surveillance qu'il me montra étaient dévastatrices. Trevor et Amanda lors d'un dîner à Las Vegas, se tenant la main et riant. Trevor entrant et sortant d'un appartement qui était clairement leur domicile commun. Le plus accablant de tout, des photos d'eux à une banque où Amanda attendait dans la voiture pendant que Trevor entrait avec ce qui semblait être des documents financiers. Il a utilisé votre certificat de mariage et les documents falsifiés pour se faire passer pour votre mari légal auprès des institutions financières, expliqua Patricia. Le plan semble être de vider vos comptes puis de demander le divorce en se basant sur le contrat de mariage, en affirmant que vous étiez infidèle ou que vous avez abandonné le mariage. Comment est-ce possible ? Demandai-je. J'aurais remarqué de l'argent manquant de mes comptes. Le détective Torres sortit un autre dossier. Il a été plus sophistiqué que ça. Il a ouvert de nouveaux comptes en utilisant votre numéro de sécurité sociale et votre certificat de mariage, puis a demandé des lignes de crédit contre votre fonds en fiducie. Il n'a pas encore touché à vos comptes existants, car cela déclencherait des alertes immédiates. Mais il a créé une identité financière cachée qu'il peut vider d'un coup. L'ampleur de la tromperie était époustouflante. Trevor avait planifié cela pendant des mois, peut-être même avant que nous nous rencontrions. Chaque geste romantique, chaque déclaration d'amour, chaque moment de bonheur apparent avait été calculé pour me manipuler et me placer dans la position parfaite pour être volé. Il y a autre chose, dit le détective Torres, son expression sombre. Amanda n'est pas seulement sa femme, c'est sa sœur. La pièce tourna autour de moi. Quoi ? Amanda Wilson est née Amanda Caldwell. Ils exploitent des schémas de fraude matrimoniale ensemble depuis au moins 5 ans. Elle donne de la légitimité à ses opérations en jouant le rôle de la femme dévouée à la maison pendant qu'il cible des femmes riches dans d'autres États. Je me sentis physiquement malade. Les appels téléphoniques intimes que j'avais entendus, les déclarations d'amour, les photos romantiques, tout cela faisait partie d'un partenariat criminel incestueux qui me fit frissonner. Patricia S. pencha en avant. Justine, nous avons suffisamment de preuves pour les détruire tous les deux. Trevor fera face à des accusations fédérales pour fraude postale, fraude électronique, bigamie et vol d'identité. Amanda sera accusée de complicité, mais nous devons les prendre en flagrant délit en train d'accéder à vos fonds. Comment allons-nous faire ça ? Le détective Torres sourit, un sourire sinistre. Nous leur donnons ce qu'ils veulent.
Tu vas demander le divorce, exactement comme Trevor l'espère, mais au lieu d'utiliser son contrat de mariage pour te voler, nous allons l'utiliser pour le piéger. Le plan était élégant dans sa simplicité. Je demanderai le divorce, citant des différends irréconciliables, jouant le rôle de la femme au cœur brisé qui voulait juste sortir du mariage. Trevor serait confiant que son plan fonctionnait et se précipiterait pour accéder aux comptes financiers qu'il avait mis en place. Les agents fédéraux seraient là pour l'attendre. Es-tu prête pour cela? Demanda Patricia. Une fois que nous aurons lancé ça, il n'y a plus de retour en arrière. Trevor sera arrêté et la vérité sur votre mariage deviendra un dossier public. Asterisk. Je pensais aux 2 derniers mois de confusion et de rejet, aux mensonges élaborés et à la manipulation, au fond en fiducie que ma grand-mère m'avait laissé et qui était utilisé comme appât dans un complot criminel. Je suis prête, dis-je. Mettons fin à cette mascarade une bonne fois pour toutes. Le palais de justice du comté de Denver était animé ce matin-là lorsque j'ai déposé ma demande de divorce. Mais je me sentais étrangement calme en montant les marches, avec Patricia à mes côtés. Le détective Torres s'était positionné de l'autre côté de la rue, prêt à alerter les agents fédéraux dès que Trevor prendrait l'appât. J'avais remis les papiers de divorce à Trevor la veille au soir, jouant le rôle de la femme dévastée qui ne pouvait plus supporter la distance dans notre mariage. Sa réaction avait été parfaite. Surprise, douleur, puis acceptation résignée qui me donnait la chair de poule par son faux-semblant. « Je suis désolé que cela en soit arrivé là », m'avait-il dit, me serrant dans ce que je reconnais maintenant comme une étreinte calculée. « Je sais que je n'ai pas été le mari que tu méritais. Peut-être qu'un peu de temps à part nous aidera à comprendre ce que nous voulons vraiment. » L'appareil d'enregistrement dans ma poche avait capté chaque mot mensonger. Maintenant, tandis que Patricia déposait les documents qui annuleraient officiellement mon mariage factice, mon téléphone vibra avec un texto du détective Torres. Il bouge. Il est entré à la First National Bank du centre-ville avec Amanda, les agents fédéraux en position. Mon cœur s'emballa alors que j'imaginais Trevor faire enfin son mouvement, probablement confiant que son plan avait parfaitement fonctionné. Il pensait qu'il allait repartir avec mon héritage tout en me laissant avec un contrat de mariage frauduleux et un cœur brisé. C'est fait, dit Patricia, en me tendant des copies de la demande de divorce. Selon la loi du Colorado, il a 30 jours pour répondre. Mais quelque chose me dit qu'il n'aura pas la chance de le faire. Mon téléphone vibra à nouveau. Colis livré. Les 2 sujets en garde à vue. Tu peux rentrer chez toi, Justine. C'est fini. Je fermai les yeux et pris une profonde inspiration. Pour la première fois en moi, je sentais que je pouvais respirer librement. L'homme qui m'avait manipulé et menti, qui avait planifié de me voler et disparaître, faisait enfin face aux conséquences de ses crimes. L'audience de mise en accusation eut lieu 2 semaines plus tard au tribunal fédéral, et je m'assis dans la galerie, regardant Trevor et Amanda être conduits dans la salle d'audience en combinaison orange et menottes. La confiance en soi de Trevor s'était complètement effondrée. Son visage était pâle, ses mains tremblaient, et il n'arrêtait pas de regarder autour de lui, comme s'il n'arrivait pas à croire où il avait fini. Les prévenus, Trevor James Caldwell et Amanda Marie Caldwell, sont accusés de complot en vue de commettre une fraude postale, une fraude électronique, un vol d'identité et de bigamie. Le procureur annonça que le gouvernement allègue que les prévenus ont exploité une organisation criminelle ciblant des femmes riches pour des mariages frauduleux destinés à voler leurs actifs. Lorsque les yeux de Trevor croisèrent les miens à travers la salle d'audience, je vis exactement le moment où il réalisa que j'avais toujours su pour son complot. Le choc sur son visage fut rapidement remplacé par quelque chose de proche de la panique, tandis que tout le poids de sa situation le frappait. « Votre honneur, dit l'avocat commis d'office de Trevor, mon client maintient son innocence et demande une caution. » Le procureur se leva immédiatement. « Votre honneur, M. Caldwell est un risque de fuite qui a démontré un schéma de création de fausses identités et de relations financières frauduleuses. Le gouvernement demande qu'il soit détenu sans caution. » Amanda était assise à ses côtés, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle réalisait que leur partenariat criminel était terminé. Les appels téléphoniques intimes, les photos romantiques, la tromperie élaborée qui avait été leur gagne-pain. Tout cela était désormais une preuve, la preuve d'une conspiration criminelle inquiétante qui les enverrait tous 2 en prison pour des années. La voix du juge était ferme lorsqu'il refusa la caution pour les 2 prévenus. Les preuves présentées suggèrent une organisation criminelle sophistiquée qui continue de représenter un danger pour la communauté. Les 2 prévenus seront placés en détention en attendant leur procès. Alors que les huissiers conduisaient Trevor à l'extérieur, il se retourna une dernière fois vers moi, son visage marqué par la défaite et l'incrédulité, réalisant que son plan parfait l'avait détruit complètement. Trevor Caldwell reçut une peine fédérale de 12 ans pour son rôle dans le complot de fraude matrimoniale, tandis qu'Amanda écopa de 8 ans pour son rôle en tant que complice. L'enquête révéla qu'ils avaient volé près de $2 millions à des victimes à travers 6 États.
L'argent fut récupéré et retourné aux femmes qu'ils avaient ciblées. Leur organisation criminelle s'effondra complètement lorsque d'autres victimes se manifestèrent, inspirées par mon affaire pour chercher justice pour leurs propres expériences avec les schémas manipulateurs des frères et sœurs. La réputation de Trevor fut définitivement détruite lorsque la couverture médiatique fit de lui l'un des prédateurs matrimoniaux les plus calculés de la mémoire récente, garantissant qu'il ne pourrait plus jamais manipuler des femmes vulnérables à la recherche d'un amour sincère. Je célébrais ma victoire légale tranquillement, en dînant avec ma sœur et mes amis proches qui m'avaient soutenu pendant l'enquête et le procès. En repensant à mon parcours, de la jeune mariée confuse à la survivante déterminée, je réalisais que la trahison de Trevor, aussi dévastatrice fut-elle, m'avait appris à faire confiance à mes instincts et à me battre pour moi-même quand quelque chose ne semblait pas juste. La revanche que je cherchais n'était pas seulement une question de le punir. Il s'agissait de reprendre mon pouvoir et de m'assurer qu'aucune autre femme ne tombe victime de ses mensonges.